Salut, Garland ici. Bon, il y a une ou deux choses dont on doit parler. Commençons par Tulsi Gabbard, quelques United Nations que beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons longtemps apprécié. Moi, en tout cas. Ce n'était pas qu'elle soit parfaite, ni qu'elle soit la pire personne du monde, c'était ça. Je pensais qu'elle avait une certaine intégrité, c'est ce que les gens recherchent. Chez les politiciens, je me souviens qu'elle était chez les démocrates, qu'ils essayaient de la faire monter, et qu'elle a pris une décision. Elle a préféré Bernie à Hillary et ils l'ont quasiment chassée. Elle est partie, puis elle est passée chez les républicains, et je me suis dit qu'elle avait le droit de le faire. Elle disait des choses avec lesquelles j'étais en désaccord et d'autres avec lesquelles j'étais d'accord. Mais globalement, c'était United Nations message très anti-daguerre. C'était United Nations message fermement anti-daguerre. C'était proche de ce que disait Donald Trump pendant sa campagne. Et j'avais l'impression qu'elle défendrait ses convictions, non? C'est ce que je ressentais à l'époque. Puis, elle rejoint l'équipe de Donald Trump. Et voilà, nous y sommes. Et donc aujourd'hui, elle a posté United Nations Message, qu'importe comment on appelle ça encore United Nations Tweet sur X. Donc elle publie. Regardons son message phrase par phrase pour voir ce qu'elle a dit, si ça veut dire quelque chose. Souvent, les politiciens parlent sans rien dire, mais on va voir s'il y a quelque chose à en tirer. Tulsi Gabbard, Donald Trump a été massivement élu par le peuple américain pour être notre président et commandant en chef. C'est vrai. En tant que commandant en chef, il est responsable de déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente et s'il faut agir. Il juge nécessaire des mesures pour protéger la sûreté et la sécurité de nos troupes, du peuple américain et de notre pays. Oui, on peut soutenir que c'est vrai. D'accord. Le bureau du directeur du renseignement national est chargé d'aider à coordonner et intégrer tous les renseignements afin de fournir au président et commandant en chef les meilleures informations disponibles pour éclairer ses décisions. Oui. Donc, jusqu'ici, c'est l'équivalent de dire que le feu est chaud et que la glace est froide. Ce sont des affirmations. On peut en tirer quelque chose, mais prenons une seconde. Vous voyez, vous n'avez rien dit. Et je m'appelle Garland Nixon, je mesure 5 pieds 11 pouces. Je pèse 192 livres. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Garland Nixon? Rien. Vous pouvez me regarder et en juger. Oui, je suis United Nations homme. Je porte des lunettes. J'ai les yeux marrons, la peau brune et les cheveux hirsutes. Je fais ce que je veux. Vous pouvez me regarder. Donc jusqu'ici, le contenu de son message ne dit rien de concret. Voyons la suite, la dernière phrase. Après avoir examiné attentivement toutes les informations devant lui, le président Trump a conclu que le régime islamiste terroriste en Iran... Attendez une seconde. Je ne savais pas qu'ils étaient des terroristes. Je n'ai vu aucune preuve qu'ils soient des terroristes. J'ai entendu des accusations de gens qui n'aiment pas le gouvernement iranien, mais je n'ai pas vu de preuve qu'ils le soient. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont combattu aux côtés des États-Unis. Sans le savoir, peut-être, à l'époque où les États-Unis finançaient l'État islamique, ils avaient combattu l'État islamique. Ils ont combattu l'État islamique en Irak, ils ont combattu... Montrez-moi où ils sont des terroristes. D'accord. Mais elle les appelle le régime islamiste terroriste. Le mot régime est censé être négatif. Donc ce sont des terroristes. Donc, elle commence par dire « Donald Trump est le président, bien sûr, il est le commandant en chef. Oui, on sait qu'il examine les dossiers et décide si c'est une menace imminente ou pas. On sait, ne nous racontez pas d'histoire. On sait tout ça. » Puis elle poursuit en disant que le président Trump a conclu qu'United Nations régime islamiste terroriste en Iran... Attendez une seconde. Si vous les appelez régime islamiste terroriste, vous contribuez déjà au problème. Mais laissez-moi continuer. Le président Trump a conclu que le régime islamiste terroriste en Iran représentait une menace imminente et il a agi sur cette conclusion. Maintenant, commençons par là. Si vous êtes le directeur du renseignement national et que vous appelez le gouvernement iranien des terroristes, vous faites partie du problème. Pourquoi donc les appeler, vu-vous, terroristes?
C'est vous qui lui fournissez l'information et vous dites qu'ils sont des terroristes. Je ne vois pas de preuve qu'ils soient des terroristes. Donc, vous avez clairement contribué au problème, dit Xigabar, en les qualifiant de terroristes, alors que les preuves n'existent tout simplement pas. Appelez-vous le gouvernement saoudien, United Nations gouvernement qui finance l'État islamique, qui finance le wahhabisme, qui finance tous ces problèmes. Au fait, d'où venaient 19 des détourneurs le 11 septembre d'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite a-t-elle littéralement écrit une lettre au peuple des États-Unis pour s'excuser des attentats du 11 septembre? Mais pourquoi, quand vous parlez du gouvernement saoudien, vous ne dites pas le régime islamiste terroriste saoudien? C'est parce que, excusez-moi, c'est le terme utilisé par les néoconservateurs pour attiser la guerre, et vous semblez plutôt bon élève pour le faire. Et puis elle dit, maintenant, il a European Union toutes les informations en main. Le président Trump a conclu qu'il représentait une menace imminente. Bon, admettons que vous ayez raison. Alors voici ma question. Une menace imminente? Pourquoi Donald Trump a-t-il dit que c'était, attendez, que c'était au sujet des armes nucléaires, qu'il fallait les empêcher d'obtenir une arme nucléaire? Est-ce une menace imminente? Pensait-il qu'ils allaient en obtenir une tout de suite? Pourquoi a-t-il dit que c'était pour protéger les manifestants? Est-ce une menace imminente? Est-ce notre rôle? S'il y a une manifestation, je ne sais pas. Prenons United Nations pays, la Mongolie. S'il y a une manifestation en Mongolie, mais s'il y en a une, je ne sais pas, au Kazakhstan, est-ce notre rôle de dire « Oh mon Dieu, les manifestants au Kazakhstan sont maltraités. On ferait mieux d'aller s'en occuper. » Et, Madagascar, il y a des manifestants et ils sont maltraités. Bangladesh, des manifestants. Donc, notre travail, selon Donald Trump, c'est maintenant de gérer des manifestants qui seraient, au passage, une menace imminente. Parmi tous les mensonges farfelus qu'il nous a sortis, lequel était la menace imminente? Vous pouvez nous le dire? Étaient-ce les manifestants qu'il fallait aller protéger et qui, selon eux, étaient soutenus par la Central Intelligence Agency et le Mossad? C'était la menace imminente. C'était les armes nucléaires que les Iraniens seraient à 2 semaines de fabriquer depuis 1998, des missiles balistiques qu'ils ont le droit légal de posséder pour défendre leur pays. Lequel était-ce? Il a estimé qu'il y avait une menace imminente. Mais vous lui avez fourni l'information et vous n'avez rien dit. Voici ce que je dirais. Les rats quittent le navire qui coule. Joe Kent a dit aujourd'hui, écoutez, j'ai soutenu Donald Trump à 100%. Ce qu'il fait est pourri, jusqu'au cœur. Je m'en retire. Donc, des aventures, c'était, il les aventures de ce qu'il en est, une, des aventures, des aventures, des aventures, c'est si, des aventures, est-il. D'accord. Joe Kent, je t'applaudis. Tu as fait ce qu'il fallait, non? Très bien. D'accord. Mais voilà le problème. Tulsi Gabbard, tu n'y arrives tout simplement pas. Attends une seconde. Tu n'y arrives pas, Tulsi Gabbard. Je vais te le dire tout de suite. Tu ne fais pas le boulot. Tu nous dis maintenant, en gros, que Donald Trump a regardé les informations devant lui. Il a décidé qu'il y avait une menace imminente. Pourquoi avoir pris la peine de tweeter? À quoi ça a servi? Maintenant, laisse-moi interpréter ça United Nations. Peu plus. Pourquoi dirait-elle que mon rôle est d'aider à coordonner et intégrer tous les renseignements, n'est-ce pas? Alors qu'a-t-elle dit? Mon travail, c'est de prendre toutes les preuves, de les rassembler et de les donner au président Donald Trump, n'est-ce pas? Les meilleures informations disponibles pour éclairer ses décisions. Et elle dit qu'il a regardé ces éléments et qu'il a pris une décision. Alors premièrement, si tu le traites de terroriste, tu as probablement contribué à ce qu'il prenne une mauvaise décision. Mais deuxième chose, il me semble que si je devais l'interpréter, je dirais ceci, voilà comment je le vois. Je lui ai donné les informations et ces informations disaient « Tu ne devrais probablement pas le faire ». Il a regardé les informations et il l'a fait. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te dire ce que c'est vraiment. Tu es prêt? Tulsi Gabbard regarde autour d'elle et sait qu'il y a une possibilité. United Nations de ces jours, elle pourrait se retrouver devant une commission du Sénat pour répondre lors de la mise en accusation de Donald Trump. Qu'à United Nations, moment donné, une action en justice pourrait être intentée contre Donald Trump.
Et elle veut le dire, maintenant. Exact. Je vous dis de quoi il s'agit. Il s'agit de Chelsea Gabbard, qui balance quelque chose pour sauver sa peau. Elle sait très bien que c'est illégal, que nous sommes en guerre et que c'était illégal. C'était une violation de la Constitution. Et si le Congrès décide d'en faire United Nations bouc émissaire, ce que le Congrès soutient totalement, à 100%, ils sont tous à 100% sionistes et complètement derrière. Mais quand ça partira en plein enfer, ce qui est en train d'arriver, quand ça va mal tourner, et que le peuple américain commence à crier en disant « 8 $ le gallon, vous plaisantez ?» Et notre économie, on dirait 1929. Elle sait que les charognards vont tourner autour. C'est tout. Et elle prépare le terrain maintenant pour pouvoir dire « Regardez, je lui ai donné les informations. Et regardez, regardez, c'est lui qui a pris la décision. » A-t-elle dit qu'on avait pris la décision? A-t-elle dit que j'approuvais cette décision? Elle a dit « Je lui ai donné. » Interpréter l'information, c'est son boulot. Ce salaud Labeba a pris cette décision. Ne me blâmez pas. C'est comme ça. Et à United Nations, moment donné, elle se dit « Si on a la chance d'arriver aux élections de mi-mandat, ce que je pense être le cas bien sûr, d'ici là, les gens seront en train de se bouffer les uns les autres. Contrairement à la classe Epstein, eux le font pour s'amuser. Ce sera comme le passage d'honneur pour l'amour de Dieu. Les gens se dévoreront par désespoir. Et tout ce qu'elle dit, c'est ça. Et quand ça arrivera, le Congrès viendra réclamer des comptes. Et ils auront besoin d'United Nations bouc émissaire. Et ce sera tous ceux qui entourent Donald Trump. Et quand ils diront « Donald Trump, regardez ce que vous avez fait, vous avez anéanti notre économie, vous nous avez humiliés, vous avez mis notre armée à genoux, c'est inacceptable. C'est inacceptable. » Mahon. Et Tulsi Gabbard est l'United Nations des charognards qui tournent autour et maintenant elle se prépare pour ce tweet. Donc, à mon avis, elle fait savoir à tout le monde. Quand ils nous appelleront ici et qu'ils commenceront à poser des questions, je vais devoir dire « Mon travail, ne me blâmez pas. Mon travail était de lui fournir les meilleures preuves que j'avais et c'est ce que j'ai fait. » Et ils demanderont « Qu'avaient conclu vos preuves ?» Mes preuves concluaient qu'il n'y avait pas de menace imminente. Mais je les lui ai fournies et c'est lui le président. Parlez-je lui. Elle ne fait que se défausser sur Donald Trump. Laissez-moi dire ça. Chelsea Gabbard, ça ne m'impressionne pas. On dirait juste une bureaucrate. C'est tout ce que tu es. Tu vois, voilà ce que fait une bureaucrate, se couvrir le cul. C'est tout. Se couvrir le cul. Tu es une bureaucrate, tu ne t'opposes pas à la guerre, tu ne t'opposes pas à l'empire, tu ne t'opposes pas à l'injustice, tu ne prends pas de position morale. Tout ce que tu fais, rien de plus, tout ce que tu fais, c'est te couvrir le cul. Bon, d'accord, vas-y, couvre-toi le cul pour l'instant. On va tous en payer le prix et si toi tu décides United Nations, jour de te réveiller et de faire ce qu'il faut, ce que je ne vois pas arriver de sitôt avec ces conneries bureaucratiques où tu te contentes de te couvrir le cul, je lui ai donné tout ce dont il avait besoin. Il l'a regardé, il a pris une décision, ne me blâmez pas. C'est ce qu'ils disent dans les administrations quand tout tourne mal. Et c'est la faute à qui? Et ne me blâmez pas. Moi je fais juste mon boulot. C'est lui qui a pris la décision. Je travaille juste pour lui. Il m'a demandé les données. Je lui ai donné United Nations dossier et je suis parti du bureau. Je ne sais pas pourquoi il a déclenché cette guerre. Je ne sais pas. Tu dois quitter le navire. Tulsi Gabbard. Peut-être pas, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de décider. C'est ta vie. Fais ce que tu veux. United Nations jour. Tu devras répondre de ça. Crois-moi quand je te le dis. Tu répondras de ça. Les rats ont commencé. Tu vois, Tulsi Gabbard n'aurait pas fait ça, je pense, je ne la connais pas. Mais quand Joe Kent a quitté le navire, ça a European Union, United Nations fait. Ça a créé une dynamique différente. Et maintenant, on en vient à dire que quelques United Nations l'a fait. Quelques United Nations à European Union le courage moral de dire que c'était mal. Et je ne vais pas me prêter à ça. C'est mal. Je ne peux pas faire ça. Je m'en vais. Quelques United Nations à European Union le courage moral de le faire. Et à ce moment-là, Tulsi Gabbard s'est retrouvé coincé parce que des gens lui rappelaient, il ressortait ses tweets. Allez, Tulsi, tu disais que tu étais contre ça. Tu disais que tu t'y opposais. Et te voilà assise là aujourd'hui, du côté du mal, du côté de la destruction de l'Amérique que tu prétendais tant aimer, et toi et cette bande d'idiots avec qui tu travailles est en train de faire sombrer l'Amérique.
Je veux dire, c'est ce qui doit arriver, mais c'est ce que tu fais. Le détroit d'Ormuz va devenir United Nations nœud coulant autour de nos couses à tous. Et tu es en plein dedans, Tulsi Gabbard. Et le mieux que tu trouves à faire, c'est United Nations tweet pour te couvrir. Et ce n'était pas ma faute, je lui ai dit. Je ne suis pas impressionné, Tulsi Gabbard. Fais ce que tu estimes nécessaire. C'est ta vie, mais tu as été démasqué. Les périodes difficiles ne changent pas les gens, elles les exposent. Eh ben, ce téléphone n'arrête pas de sonner, hein? Je crois que c'est Tulsi Gabbard. Non, en fait, ce n'est pas elle. Bref, voilà où on en est. Bon, ça ne va pas être une longue vidéo. Au fait, n'oublions pas, Etaki CC se posait à tout ce qui concernait Maduro. Elle a participé au crime pour lequel tu aurais dû démissionner, des criminels, l'enlèvement du président d'United Nations pays. Et tu trouves ça normal. Tulsi Gabbard, tu es démasqué. So, ça, is, à elle. Et moi, je me disais, oh, j'aurais aimé rencontrer Tulsi Gabbard. Je la trouvais formidable, je la trouvais géniale, et maintenant je suppose que je dois admettre qu'elle est comme elle est. C'est sa vie. Bon, allons de l'avant. Le golfe, ou peu importe comment ça s'appelle. C'est quoi? Le détroit d'Ormuz. Intéressant. C'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. Parce que pour ça, les États-Unis ont dépensé tout cet argent et ce temps, non? Je me souviens avoir écouté Hillary Clinton. Elle était en colère contre la Chine. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine se dote d'une marine de haute mer. On ne devrait pas leur permettre de faire ça. C'est-à-dire une marine capable d'aller partout dans le monde, inacceptable. Ça ne devrait être permis qu'à nous, non. Nous sommes l'hégémon, nous contrôlons tout. Nous devons avoir une marine. Pourquoi? Parce que c'est United Nations, peu comme l'ancien impérialisme britannique. Autrement dit, on contrôle les points de passage stratégiques internationaux. On contrôle les voies maritimes. On contrôle le commerce maritime international. Ainsi, on peut étrangler quelques United Nations ou peu importe. Donc on a tous ces sous-marins et ces navires, et on peut s'en servir pour contrôler les eaux internationales et venir dans votre pays pour vous attaquer. Et on sait qu'il y a des points d'étranglement particuliers, et on regarde lesquels permettent d'étouffer la Chine ou pas. Et tout ça, c'est une question de contrôle. Contrôle du commerce international, comme les routes maritimes, les voies commerciales internationales, et la capacité d'empêcher quiconque United Nations adversaire d'utiliser ces voies d'une manière qui limite sa capacité d'agir. C'est ça. Et nous savions tous ces dernières années que c'était à United Nations, moment donné, dirigé contre la Chine. Et si on regardait le détroit de Malacca ou autre, tout ce discours disait que les États-Unis finiraient par tenter d'étouffer la Chine. Eh bien, il devenait de plus en plus évident que les États-Unis n'étaient pas en position d'affronter la Chine tête à tête, d'aller en Chine et de les combattre chez eux. Non, ce n'était plus une option. L'armée chinoise est bien trop puissante pour les affronter sur leur terrain. C'est ça. Mais nous pouvons aller partout dans le monde, donc il suffit de trouver le plus gros point de pression possible. C'est comme en self-défense, on cherche United Nations, point sensible à frapper qui fait très mal et qui peut neutraliser quelques United Nations en touchant United Nations endroit précis. Donc les États-Unis ont cherché des points de pression. D'accord, on ne peut pas vous vaincre. Vous êtes trop fort maintenant. C'est vrai. Mais on peut trouver United Nations point de pression. Et ils ont regardé le point de pression et se sont dit « Ah, le détroit d'Ormuz est parfait, parce que c'est de là que sort tout le pétrole. La Chine reçoit beaucoup de pétrole. La Chine a une industrie qui en a besoin. Le pétrole, ils ont besoin d'hydrocarbures, d'énergie, et nous allons les en priver. Et la Chine est intelligente. Ils cherchent d'autres solutions. Je comprends ça. Ils développent toutes sortes d'énergie nucléaire. Ils travaillent aussi sur toutes sortes d'énergies renouvelables, tout ce qu'ils peuvent. Et je pense que c'est intelligent de leur part, parce qu'ils savent qu'ils doivent maîtriser leurs approvisionnements énergétiques. Ils ont besoin de sources locales, parce que les États-Unis vont finir par essayer de les couper. Ils savaient qu'à United Nations, moment donné, les États-Unis essaieraient de les couper. Eh bien, ce moment est arrivé. Les États-Unis traversent une grave crise économique. Le système occidental est en effondrement économique et tout peut craquer à tout moment. Les États-Unis se disent que c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on aille s'emparer de l'Iran. D'abord, on aura leur pétrole. On veut contrôler le pétrole de l'Iran et du Venezuela. Comme ça, on contrôle beaucoup d'été et on peut maîtriser les prix sur le marché pétrolier. Et bien sûr, on peut couper l'accès de la Chine. Et donc, nous contrôlerons le détroit d'Ormuz. On dira que personne ne peut y passer sans notre permission et personne ne pourra y aller pour rejoindre la Chine. La Chine, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous coupera.
Chez Tsipwatz, et votre avis, Ursat sort. Donc tous ceux qui comprennent la nature malveillante de l'Empire américain savent que nous voulions nous en tirer. On ne peut pas vous affronter directement. Nous allons prendre le détroit d'Ormuz, ce qui implique renverser le gouvernement iranien et s'emparer de l'Iran, non? D'accord. Et même si l'Iran sombrait dans le chaos, peu importe, tant qu'on place notre puissance dans le détroit d'Ormuz et qu'on le contrôle, on peut faire ce que l'Iran peut faire aujourd'hui. Voilà le plan. Il faut qu'on aille renverser l'Iran. On part donc pour renverser l'Iran. Mais comme on dit dans l'armée, l'ennemi a son mot à dire. On lance une attaque contre l'Iran et l'Iran est prêt. Vous voyez, la position de l'Iran est la suivante. On est là depuis longtemps, on ne bougera pas. Si vous pensez que votre petit pays, vieux de 250 ans, va nous mettre à terre, vous vous trompez. Alors, quand les États-Unis ont fait ça, l'Iran s'était préparé. Et les Iraniens ont des amis, la Russie et la Chine. Et nous avons agi aux frontières de la Russie et de la Chine. Ils ont donc pleinement le droit, premièrement, de vouloir se venger, et deuxièmement, de considérer l'Iran comme United Nations, allié très important, et de dire qu'on ne peut pas permettre aux États-Unis de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Alors la Russie et la Chine interviennent et passent à l'action. Et ils disent « Nous allons nous aligner avec l'Iran et aider l'Iran à vous expulser définitivement du Moyen-Orient. » Et ça a l'air de marcher. Il me semble que le triumvirat de ces trois puissances s'est formé et que militairement c'est trop pour les États-Unis. Les États-Unis parlent beaucoup, mais ne sont plus la puissance militaire qu'ils étaient. Je veux dire, quel que soit notre pouvoir militaire, il date des années 1980. Mais en 2026, les choses ont changé. Et le type de puissance militaire que nous avons ne se transpose pas sur les champs de bataille high-tech d'aujourd'hui, sur la guerre centrée sur les réseaux, sur la technologie spatiale et sur la capacité d'utiliser drones et missiles pour frapper instantanément des cibles. On peut faire ça contre certains pays et gagner si on combat United Nations États mal préparés, où tout le monde est en tongs et n'a ni l'argent ni la technologie nécessaire. L'Iran n'est pas ce pays, pas plus que la Russie ou la Chine. Alors on se disait, d'accord, on va se débarrasser de l'Iran, tout ira bien. Et la Russie et la Chine ont répondu, non, ça n'arrivera pas. Donc, nous devenons la cible. Savez-vous qu'on nous a dit qu'il y avait European Union, United Nations? On nous a raconté que le porte-avions Abraham Lincoln, United Nations des plus grands au monde, avait European Union, United Nations, incendie dans la buanderie et qu'ils ont combattu ce feu pendant 30 heures. Je veux dire, du linge coincé dans le sèche-linge et 30 heures de lutte? Non. Ils ont très probablement été frappés par des missiles et des drones. Du coup, ce porte-avions est hors service. Quelques missiles et drones et United Nations porte-avions à 13 milliards de dollars est hors service. Et je ne pense pas que l'autre porte-avions se porte très bien non plus. On manque cruellement de porte-avions aujourd'hui. Le Gerald R. Ford à European Union des problèmes. L'Abraham Lincoln aussi. Il rencontre toutes sortes de soucis, notamment d'être touché par des missiles et des drones, sans doute. La puissance militaire des États-Unis est fortement remise en cause par l'Iran, premièrement. Bessamé, puis et Komosé, et d'accord, les États-Unis peuvent lancer quelques missiles sur l'Iran, frapper des villes, des bases et d'autres objectifs. Mais ça ne se traduit pas par une victoire dans une guerre. Dans United Nations, match de boxe, tu peux porter des coups et quand même te faire mettre KO. Tu peux en donner tout United Nations t'as. Tu peux mettre ton adversaire au sol, il peut se relever et te mettre KO. Donc croire qu'avoir porté quelques coups équivaut à une victoire. Non, 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 ça ne fait pas une victoire. Ce n'est pas une victoire. Voilà où nous en sommes à United Nations, point, où les États-Unis sont en guerre. Et à mon avis, sur le plan militaire et matériel, on n'est pas en train de perdre la guerre, on l'a perdue. Maintenant, il y a une conséquence très sérieuse. Le principal goulot d'étranglement stratégique du monde, d'où sort environ 25% du pétrole,
et à peu près 25% du gaz naturel liquéfié est contrôlé par l'Iran. Et l'Iran a pris position et d'après ce que je comprends, ils réclament certaines choses, mais ils ne sont pas encore prêts à négocier. Ils les ont juste exposées. C'est à pesir qu'ils veulent des réparations pour tout ce que nous leur avons fait, à hauteur de plus de 500 milliards de dollars, selon ce qu'on m'a dit, et d'après ce que j'ai vu au fil des ans, c'est sans doute United Nations, chiffre juste et raisonnable. Deuxièmement, ils veulent que les États-Unis vident leurs bases et quittent la région. Pour être tout à fait franc, je pense qu'il ne restera pas grand ou chose de nos bases. Je préférerais que nous le fassions. De toute façon, ils vont les réduire en miettes. Et troisièmement, ils en ont marre d'Israël. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'ils veulent qu'Israël cesse d'exister. Je pense que cela va arriver. Vous savez, Israël dit maintenant que pour les avions qui quittent l'aéroport, seulement 2 par heure peuvent partir, avec au maximum 70 personnes. En revanche, les avions qui arrivent peuvent embarquer autant de personnes qu'on veut. Et leur excuse, c'est que l'aéroport serait trop encombré. Alors, pourquoi limiter le nombre de personnes sortantes mais pas entrantes ? Pourquoi ne pas limiter les deux pour réduire l'affluence ? Parce que, encore une fois, les rats quittent le navire qui coule. Voilà pourquoi. C'est la dynamique. Et il y a deux choses. On a United Nations Israël qui dépérit. Israël dépérit. Il ne restera que quelques personnes. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou, je pense qu'il a European Union, une fin tragique, comme on dit en Angleterre. Une sticky end signifie en argot britannique qu'une personne a European Union, une mort malheureuse, tabassée, tombée d'une falaise, une fin horrible. Donc, oui, il a European Union, une fin tragique, où il s'est fait murk, argot de rue, pour dire qu'on a été tué soudainement, sans s'y attendre. On peut dire qu'il s'est fait murk ou qu'il a European Union, une sticky end. Certains confondent avec sticky wicked. Enfin bon, oui, il est peut-être mort. Il se peut que non. Mais mon point, c'est qu'Israël, à mon avis, est en quelque sorte mort. Les gens essayent de se barrer de là. Les Américains, s'ils ne détestent pas encore assez Israël, quand ils comprendront que leur économie s'effondre et qu'ils réaliseront qu'Israël en est en grande partie responsable et que le sionisme en est en grande partie responsable, alors ils seront vraiment en colère contre Israël. Encore quelques semaines, quelques mois, et les Américains seront très mécontents d'Israël. Bref, quelque chose d'intéressant s'est produit. Donc les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz. Et ils ont déclaré que personne ne passerait. Et puis, ils ont fait quelques modifications et ont dit « La Chine, vous pouvez passer toute la journée ». Je veux dire, pour la Chine ou la Russie, vos amis, tout ce dont vous avez besoin peut y passer. Les autres, vous pouvez oublier. Et maintenant, ils disent ceci, et c'est assez intéressant. Si vous êtes prêt à payer votre pétrole dans la monnaie de votre choix, exact, si vous pouvez le payer en yuan chinois et non en dollars américains, vous pouvez acheter du pétrole en yuan et le faire transiter. C'est une attaque contre le pétrodollar, contre le dollar américain, ce qui, encore une fois, est très important d'United Nations, point de vue stratégique. C'est malin, c'est sage, mais quelques dollars, mais quelques centimes sont en dollars américains. Donc, ce n'est pas bon pour moi, mais c'est bon pour le monde, d'accord ? On dirait que le dollar est en grave difficulté, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils serrent la vis et ils disent « Vous savez quoi ? Nous allons utiliser le goulet d'étranglement que vous comptiez utiliser pour étrangler la Chine. Nous allons l'utiliser pour vous étrangler complètement. » Donc, maintenant, j'imagine qu'au fil des semaines, et que des pays auront United Nations besoin urgent, je pense qu'ils commenceront à appeler l'Iran et diront « Oui, on va payer en yuan chinois. » Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Leurs gens seront arrêtés. L'air sera à la révolution. Les gens diront « On n'a plus d'essence.
on n'a plus de pétrole. On brandira torches et fourches, et les dirigeants de ces pays appelleront l'Iran et diront « il nous faut du pétrole ». Et l'Iran répondra « facile, il vous suffit de payer en yuan chinois ». Et il y a le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois que la Chine et les pays du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud utilisent pour remplacer le système de messagerie interbancaire mondiale, ce qui permet de payer en dehors des sanctions des États-Unis. Alors, que vont-ils faire? Vous savez quoi? Vous pouvez avoir tout le pétrole que vous voulez. Assurez-vous juste de passer par ce système de paiement interbancaire transfrontalier et de payer en yuan chinois. Le pétrole est là. Eh bien, les pays qui n'ont pas de pétrole seront forcés de le faire, non? C'est comme ça que je le vois. Au fait, l'autre chose que les Iraniens disent, c'est que les États-Unis vont devoir lever toutes les sanctions. On le sait, et les Iraniens le savent. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Mais ils ont changé la dynamique du pouvoir dans le monde pour toujours, parce qu'ils ont montré au monde qu'ils contrôlent le goulet d'étranglement le plus précieux sur Terre, et nous l'utiliserons pour nous protéger des États-Unis. Donc, je pense qu'ils font ceci. Les États-Unis ne souffrent pas encore. Les États-Unis ne souffrent toujours pas. Je pense qu'ils veulent que les États-Unis ressentent vraiment la douleur et que le peuple américain commence à subir cette douleur économique. C'est mon avis. Et je pense qu'ils se disent en ce moment, je ne vais pas parler aux États-Unis. On attend que la douleur commence. C'est ce que je pense. Ils attendent que la douleur s'installe. Et je pense que les Iraniens regardent la situation et se disent « vous n'arrêtez jamais de revenir ». Peu importe l'Iran, je veux dire l'Irak, vous les avez attaqués en 1991. Ensuite, vous les avez bombardés tout au long des années 90. Puis vous les avez menacés pendant les 10 années suivantes. Puis enfin, en 2003, vous avez trouvé une excuse et vous les avez attaqués. Au fait, vous leur avez imposé des sanctions. Donc, vous ne vous êtes pas résignés pendant 12 ans avant de les attaquer. Et les Iraniens disent « on ne va pas rester là à attendre que vous nous attaquiez pendant 12 ans. Voilà ce qu'on va faire. On va vous faire tellement souffrir que vous ne voudrez plus de nous. » Donc, les Iraniens sont acculés et ils ripostent. Et donc leur position c'est « regardez, on va vous demander ce dont on a besoin pour assurer notre sécurité. Et ce qu'on exigera c'est que vous nous rendiez notre argent, que vous leviez toutes les sanctions, que vous dégagiez de notre pays et tout le reste, non. Et les États-Unis ne peuvent pas le faire, non. Nous ne pouvons pas faire ça. Et bien sûr, vous savez ce que dira l'Iran. Je ne pensais pas que vous en seriez capable. Ça me va. Voilà ce qu'on a dit. On n'a jamais dit que vous deviez le faire, ni qu'il vous serait possible de le faire. On a dit, nous n'ouvrirons pas le détroit d'Ormuz tant que vous ne le ferez pas. Ça dépend de vous. C'est comme poser United Nations grand verre d'eau devant United Nations prisonnier et lui dire, prisonnier, donnez-moi les infos. Et le prisonnier répond « Je ne vais pas parler. Je peux avoir United Nations peu d'eau, bien sûr, mais pas avant que vous me donniez les infos. Vous n'allez pas me donner l'eau, je n'ai pas dit que j'allais vous donner l'eau. Bien sûr, c'est de l'eau glacée délicieuse, autant que vous voulez. Vous en voulez plus? Quelques United Nations, montrez-lui une autre photo d'eau glacée, s'il vous plaît. Voilà, une vraie photo d'eau glacée. Dès que vous me donnez les infos, l'eau glacée est à vous. Mais si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous la donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce que l'Iran va faire. Les États-Unis. Et Trump dit, si j'y vais devant le Congrès, alors ils ne lèveront jamais toutes les sanctions. Et les dirigeants iraniens diront, je ne pensais pas qu'ils le feraient. Vous plaisantez? Vous nous prenez pour quel genre d'idiots? Au fait, vous pouvez retourner devant le Congrès et leur dire qu'ils peuvent oublier l'idée que le détroit d'Ormuz soit fermé. Nous continuerons juste à conclure des accords pour que les gens paient en yuan. Et à United Nations, à un moment donné, tout le monde continuera de passer par là tout le temps, mais personne ne paiera en dollars. Et ça n'aura plus d'importance si nous l'ouvrons ou non. Il n'est pas vraiment fermé. On a juste imposé des restrictions. Pour l'utiliser, il faut demander la permission, genre « Maman, je peux » et il faudra payer en yuan. Alors vous autres, restez tranquilles là-bas aux États-Unis, dites à tout le monde à quel point vous êtes durs. Dites à tout le monde que vous ne le donnerez jamais aux Iraniens et United Nations par United Nations, pays après pays, les gens commenceront à acheter auprès de leur gouvernement en yuan. Et puis vous vous réveillerez United Nations jour et le pétrodollar sera « Bon, adieu mon ami, adieu, enfoiré ». Donc on est plutôt content, en fait on comptait sur vous pour ne rien faire de tout ça. Et à ce moment-là, ça n'a plus d'importance. Tout le monde achète du yuan, ils achètent notre yuan. Ils n'utilisent pas le système de messagerie interbancaire mondiale qui est le vôtre. Ils utilisent le système de paiement chinois. À ce stade, vous êtes hors jeu.
Alors voilà ce qu'on va faire. On vous a dit ce qu'on allait faire. Ne nous appelez pas. Nous vous appellerons. On continuera de négocier avec tous ces pays et avec qui le voudra. On peut avoir United Nations System séparé. C'est cool. Mais vous n'allez plus contrôler le détroit d'Ormuz. Et si vous approchez ne serait-ce qu'avec United Nations canot pneumatique à moins de 1000 km, on lui mettra 50 missiles dessus. C'est autre chose. Si vous respirez ne serait-ce qu'à proximité, on vous tirera dessus. Si on voit quelque United Nations qui sent l'Américain n'importe où près de la région, on lui tombera dessus. Et devinez quoi? Euh, euh, Vous pensez pouvoir nous arrêter? Vous avez déjà essayé? Revenez, vous n'en avez pas encore European Union assez? On peut le faire? Exact. Et maintenant, quoi? Qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Eh bien, vous pouvez faire ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si vous nous balancez une bombe nucléaire, on frappera cette cible. Remarquez cette jolie petite centrale nucléaire en Israël? Mec, si on la touche, elle fondra. Israël sera pratiquement inhabitable et on la frappera à plusieurs reprises. On fera sauter l'endroit en morceaux. Donc si vous nous balancez une ogive, c'en est fini pour votre ami Israël là-bas. C'est fini pour eux. Vous allez faire quoi? Faire United Nations Barbecue, non? Et ils savent, vous savez que nos options sont peu nombreuses. Donc pour l'instant, à mon avis, l'Iran nous tient par la gorge, mais passe encore tout à fait. Il faut savoir quand jouer sa main. Et bien sûr, quand l'Iran va jouer la sienne, je pense qu'ils attendent. Trump essaie de contrer la hausse des prix du pétrole, non? Il dit aux gens, vous savez, qu'on va en libérer, United Nations, je sais pas, n'importe quoi. On va puiser dans les réserves stratégiques. C'est la saison où les gens recommencent à prendre la voiture et les prix continuent d'augmenter. Les gens n'aiment pas ça. Et à United Nations, moment donné, les réserves stratégiques vont s'épuiser. Pendant ce temps, les autres pays vont hurler et dire aux États-Unis, il faut nous donner plus, toujours plus. Et les États-Unis finiront par dire à ces pays, comme les pays européens qui dépendent de nous, désolé, on a de quoi que pour chez nous, on ne peut rien vous céder. Et je pense que quand les pays européens appelleront les Russes, vous savez comment ça va se passer. Les Russes diront la même chose que les Iraniens. Bien sûr, levez toutes les sanctions immédiatement, sans poser de questions. Ah, c'est vrai, vous nous avez pris de l'argent, non? Rendez-nous chaque centime. Vous savez, ils vont leur donner la même réponse. Au fait, on n'aime pas toutes ces bases qui nous encerclent, ces bases de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je pense que vous devriez les fermer. Et bien sûr, les pays européens répondront « Non, on n'ira pas jusque-là ». Et les Russes diront « Je ne pensais pas que vous le feriez. Bonne journée. Mais nous avons besoin de pétrole et de gaz. » Ouais, ça, oh, ça va sentir mauvais, non? Bon sang, ça va être mauvais. Quoi qu'il en soit, bonne journée. Nous avons des clients de gaz et de pétrole à qui il faut répondre, qui ont vraiment besoin de ces produits. Mais vous, si vous décidez ce que vous ne ferez probablement pas, ne vous en faites pas. Je doute que vous retiriez vos bases de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou que vous leviez les sanctions. C'est trop demandé. Des choses comme ça. Très bien. Rendez-nous notre argent. Non, vous ne pourriez pas faire ça. Vous n'aurez rien. Bonne journée. Clic. Je pense que c'est la direction qu'on prend. La Russie et l'Iran vont jouer leurs cartes. Quand on a United Nations levier, il faut l'utiliser au maximum. Et eux l'utilisent au maximum. La Russie a déjà donné une indication de ses plans perfides et diaboliques, que je trouve d'ailleurs hilarant, et vous savez sans doute que cela a été largement rapporté. La semaine dernière, le président Poutine a dit « Vous savez quoi? Les pays européens ne veulent pas de notre gaz. » Ils ont dit qu'à la fin de 2026, ils n'achèteraient plus aucun gaz ni pétrole à la Russie. Point final. Et le président Poutine a dit « Alors, peut-être qu'on devrait tout simplement les couper maintenant. » C'était United Nations message, et le message était « Je me prépare à vous couper l'approvisionnement. » Et je pense que les Russes vont agir ainsi, parce que c'est ce que je ferai. Les pays européens disent « Il faut se préparer à la guerre contre la Russie. Il faut se préparer à une guerre contre la Russie. » Donc si j'étais la Russie, j'attendrais encore quelques semaines. Quand vous commencerez à rationner l'essence et le pétrole, à dire qu'on est à sec parce que les Iraniens ne livrent pas, rappelez-vous, ils sont du même camp. Les Iraniens n'ouvriront rien. Pense que si, y compris offert des
Du coup, à United Nations, au moment donné, les Houthis vont fermer la mer Rouge. Tout cela passe par le canal de Suez, va en Méditerranée, puis en Europe. Donc je me dis, quelque part lasés dedans, les Houthis finiront probablement par fermer la mer Rouge et les Européens vont chouiner comme des petits cochons. Oh mon Dieu, on n'a jamais vu ça, on n'a plus de pétrole, on n'a plus d'essence, et ils vont décrocher le téléphone. Président Poutine, que pouvez-vous faire pour nous? Et il va dire, eh bien vous savez quoi? On a étudié la question. Je vais vous dire ce que je peux faire pour vous. Je vais vous aider. Vous vous souvenez lorsque vous avez annoncé que fin 2026, vous rompriez tous les contrats, que vous ne renouvelleriez rien avec la Russie et que vous n'auriez plus de gaz ni de pétrole de notre part. Nous avons pris une décision. Nous allons vous couper maintenant. Maintenant que vous êtes dans la pire position possible. Maintenant que vous avez désespérément besoin de ce pétrole et de ce gaz pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, vous n'en aurez pas. Bonne journée. Clic. Et je pense que vous verrez, à peu près en même temps, peut-être par hasard, peut-être pas, les Russes et les Iraniens utiliser leur pouvoir lié aux hydrocarbures. Dans le cas des Iraniens, leur position géographique leur permet de dire « Nous allons vous mettre la pression ». Les rôles sont inversés. Tout du long, vous pensiez nous avoir, n'étorce pas, ah, vous nous aviez à merci, et vous alliez nous presser. Et vous vous êtes réveillés, et tout s'est retourné. Bonne journée. Vous n'aurez rien. Je pense que c'est la direction que nous prenons. Et je pense que le monde reconnaît que la Chine est une superpuissance mondiale qui contrôle le goulet d'étranglement le plus important. Et je pense que, l'Iran, je ne sais pas si vous avez dit l'Iran, leur téléphone doit sonner sans arrêt. Et si j'étais l'Iran, si j'étais en train d'élaborer leur stratégie, je dirais que nous n'avons aucun plan. Vous savez déjà ce que nous voulons, mais nous ne vous le dirons pas parce que nous n'allons pas vous parler pendant au moins United Nations mois ou deux. Donc vous pouvez oublier de marchander pour vous en sortir. Nous allons continuer à vous bombarder de missiles. Nous allons vous frapper avec tout ce que nous avons, jour et nuit. Et peut-être qu'à la fin de l'été, vous aurez vu vos erreurs et vous viendrez vers nous. Mais ne venez pas nous voir avec autre chose que la liste que nous vous avons donnée de ce que nous voulons. Apportez-y la signée. Mettez United Nations petit cœur en bas et peut-être United Nations petit emoji souriant. Si vous n'apportez pas ça, n'appelez pas. Ne venez pas nous voir en été. Ne venez pas nous voir à l'automne. Ne venez pas nous voir en hiver. Rien de tout ça ne vous aidera. Et l'Iran doit le faire, parce que lorsque vous dites à United Nations homme que vous allez le tuer, il n'a d'autre choix que de défendre sa vie avec tout ce qu'il a. C'est là où nous en sommes. Et c'est United Nations goulet d'étranglement que les États-Unis ont essayé de contrôler. Et en voulant l'atteindre, ils en font trop. C'est comme quelque United Nations qui voit quelque chose au bord d'une falaise et qui tend la main pour attraper cet argent. Oh, il glisse. Il tombe vers une mort horrible. Ils ont dû saisir quelque chose. Ils ont voulu l'avoir. Ça brillait. C'était tellement important. Et vouloir l'attraper leur a tout coûté. Et les États-Unis ont cherché à mettre la main sur le pétrole iranien, à contrôler le détroit d'Ormuz, ou je ne sais quoi. Et nous devions l'avoir. Et le fait d'y tendre la main nous a tout coûté. Et c'est comme ça. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen de régler ça. Et Il n'y a pas d'échappatoire. Et pour le vieux Trump, sa carrière politique est finie. Et il n'a aucune échappatoire. Et je ne pense pas que qui que ce soit dans son équipe et en politique, si je sais de quoi je parle, les rats quittent le navire qui coule. Les gens partiront au fur et à mesure que la situation empire et que les Américains commencent à hurler. Ils vont commencer à le quitter. Et les gens vont se retourner contre lui et dire « il n'aurait pas dû le faire. C'était une erreur stupide ». Et de plus en plus, vous verrez des gens dire « je lui avais dit de ne pas le faire ». Et Tulsi en fera partie. À United Nations, à un moment donné, elle dira elle aussi « je lui avais dit que c'était une mauvaise idée ». Tout le monde dira « je lui avais dit que c'était une mauvaise idée ». À mesure que la défaite devient plus évidente. Défaite, oui, certains disent qu'il s'est planté sur les prix de l'essence, mais la défaite sera évidente.
physique, quelque chose que les Américains ne savent pas faire. Que se passe-t-il quand vos navires sont tous touchés par des tirs? Quand vos avions sont abattus, vos navires sont touchés, vos avions abattus. Ça devrait être l'inverse. Les navires devraient être hors service et les avions devraient rester opérationnels. Alors, que se passe-t-il maintenant? United Nations, autre de ces avions ravitailleurs, on n'a pas dit ce qui s'était passé. Ils tentaient apparemment United Nations atterrissage d'urgence. Et ces avions ravitailleurs, combien de temps peut-on perdre United Nations? Ou 2 appareils par jour, United Nations ou 2 navires. On n'aura plus de navires pour combattre dans la zone. On envoie des navires là-bas. Apparemment, ils se font toucher. Combien de temps peut-on continuer à se battre? Si chaque semaine on perd United Nations ou 2 navires, et tous les 2 jours United Nations ou 2 avions, à United Nations moment donné, vous serez à court de tout. Et c'est la direction qu'on prend. Nos bases réduites en miettes, nos gens blessés, ça va être une vraie catastrophe, une défaite à l'ancienne. Et Israël est transformé en gruyère, et le mieux qu'on trouve à faire, c'est bombarder le Liban. À United Nations, au moment donné, on va être chassé de la région, à tel point qu'on ne pourra même plus leur livrer de bombes. Voilà. Je parlais de l'Ukraine, le plus grand des fiascos, la pile bas, qu'on y perd la guerre, et qu'à la mi-avril, l'Ukraine sera complètement à court d'argent. Ils ne pourront même plus payer les éboueurs. Et ensuite, que se passe-t-il en Ukraine? Je vous dis ce qui va arriver. La Russie va leur tomber dessus. C'est ce qui arrivera. Ils seront à court d'argent. Ils vont être à court d'armes. Les États-Unis sont eux-mêmes en train d'épuiser leur stock d'armes. Et bien sûr, vous savez ce que Donald Trump va faire. Il va en rejeter la faute sur Zelensky. On va se retrouver avec United Nations vrai bordel. Et c'est ce qui arrivera. Et Donald Trump, avec cette histoire selon laquelle, vous savez, Tulsi Gabbard les aurait piégés. C'est United Nations coup monté. Donald Trump a estimé qu'il y avait une menace imminente. Elle dit, après avoir examiné attentivement les informations devant lui, le président Donald Trump a conclu qu'il y avait une menace imminente. Il l'a fait. Au final, moi je lis entre les lignes Tulsi. Tu dis que tu ne pensais pas que c'était le cas. Et ce que Tulsi Gabbard veut vraiment dire, dans le contexte d'une bureaucratie, c'est ceci. Quand ils me convoqueront devant le Sénat et diront, sous peine de parjure, Madame Gabbard, directrice du renseignement national, qu'avez-vous dit au président Trump? Ce qu'elle avance maintenant, c'est, je lui ai donné toutes les informations et je lui ai dit, président Trump, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Ça pourrait très mal tourner. Et il a dit merci. Et il a pris sa décision. Je l'ai déconseillé. C'est ce que dit ce tweet. Je l'ai déconseillé. C'est le message que J.D. Vance commence à dire à tout le monde. À tous! Ils se regardent en se demandant, quand il faudra aller devant le Sénat pour cette audience de mise en accusation, qu'est-ce que je vais dire? Il ferait mieux d'engager des avocats, je vous le dis. Que vais dire? Et je sais ce qu'ils vont tous répondre. Je lui ai dit de ne pas le faire. Même ceux qui lui ont dit de le faire diront « je lui ai conseillé de ne pas le faire ». Je vous le garantis. Ceux qui disaient « il faut le faire », vous verrez Jack Keane et John Bolton intervenir. Ils diront « bombardez, bombardez, bombardez l'Iran ». Et eux diront « qu'avez-vous dit ?» Je lui ai dit « si j'étais toi, j'attaquerais. Quelle idée stupide. On attaquera Téhéran de toute façon. » Non, j'étais totalement contre, à 100%. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Et je voterai en faveur de la destitution. Je n'ai pas de vote, mais si j'en avais United Nations, je voterais pour la destitution. En fait, cet homme devrait être pendu, il devrait être battu, écartelé, oserait enseiglir. Enduit de goudron et de plumes, il avait tort. Il a détruit notre pays. Si seulement il m'avait écouté. Eh bien, mais il ne m'a pas écouté. Et United Nations, hey, merci beaucoup. Bonne journée. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce que les gens disent. C'est ce que font les gens autour de vous. Quand on est entouré d'une fosse de vipères, il n'y a aucun honneur parmi eux. Voilà. C'est le jeu. Merci Tulsi. Nous savons maintenant que tu n'es rien d'autre qu'une bureaucrate lâche. Tu te protèges le derrière. Tu es une jolie femme. Tu me parais intelligente. Mais tu n'es qu'une autre bureaucrate lâche. Tu es doué, tu es doué, tu es doué. Je le vois. Je vois que le piège se met en place. Alors bon, merci à tous. Je me ressaisis. Je pars d'ici vendredi avec Scott Ritter pour quelques semaines. Et on va, tu sais, en Russie et tout ça. J'ai hâte. J'essaierai de poster des trucs depuis là-bas.
Mais il me reste encore 2 jours ici. Vous voyez ma boîte postale pour ceux qui veulent utiliser le courrier postal. Patreon. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Merci à tous ceux sur PayPal et sur Buy Me a Coffee et à toutes les personnes qui ont vraiment aidé à maintenir cette chaîne. Parce que croyez-moi, je suis United Nations policier retraité. Croyez-moi, je n'ai pas une grosse pension, mais les gens contribuent et c'est pour ça que je n'aurais pas pu aller en Russie sans les gens qui contribuent à cette chaîne. J'apprécie vraiment les personnes qui me permettent de faire ça. Sans les contributeurs, je devrais sortir et trouver United Nations travail. Je serais probablement en train de pelleter du fumier de cheval, ce pourquoi Pitexet est qualifié. Je travaillerai dans une étable à pelleter du fumier. Heureusement, je ne travaille pas dans une étable à pelleter du fumier, je ne fais que pelleter du fumier verbalement. Donc merci à tous ceux qui contribuent.